Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus pour ces 10e jours de live Proud and Loud. Ça fait 2 semaines que nous sommes ensemble en direct. Donc, si vous êtes connectés maintenant, dites-le-moi dans le chat que je puisse vous dire bonjour. Et si vous regardez le replay, n'hésitez pas à me mettre un hashtag replay pour que je sache que vous êtes passé par là et que je puisse répondre à vos questions. Pour les personnes qui ont des questions mais qui ne sont pas forcément posées sur les commentaires des lives, sachez que vous pouvez me les envoyer aussi par message privé. Je sais que c'est un sujet qui peut être un peu sensible, donc on ne peut pas forcément venir s'afficher autour de ce sujet-là. J'ai eu pas mal de personnes qui m'ont contacté en message privé, donc sachez que vous pouvez venir le faire et on aura l'occasion d'échanger autour de ceux qui vous bloquent pour vous donner des clés si nécessaire. Donc, avec ça, aujourd'hui, dernier jour, la feuille de route pour se mettre en valeur et réussir son autopromotion. Donc, je me suis dit qu'il n'y avait pas de meilleure manière pour clôturer que véritablement vous donner une feuille de route étape par étape sur comment faire pour se valoriser et finalement réussir son autopromotion. Donc, je vais vous donner les différentes étapes qui vont vous permettre de venir vous mettre en valeur et réussir cette autopromotion. Donc déjà, pour récapituler, on a passé 10 jours ensemble, on a traité énormément de sujets qui sont les uns connexes aux autres parce que pour moi, en fait, j'avais vraiment au cœur de vous donner lors de cette semaine le maximum de matière pour que vous voyez en fait que faire son autopromotion, faire le marketing de soi, c'est mettre en lumière, c'est vendre, appelez-le comme vous voulez, n'est pas une mince affaire parce qu'elle est liée à énormément de sujets qui, entre eux, ils sont interliés aussi. Donc, lors de cette 9 ateliers qu'on a vus ensemble jusqu'à hier, on a vu comment arrêter de se dévaloriser. Et pour cela, vous avez eu énormément de clés à mettre en place. Vous avez eu 7 clés, les mécanismes en fait qui provoquent qu'on se dévalorise. On a parlé aussi de comment demander une augmentation, comment augmenter ses tarifs ou même comment demander de l'aide, parce que ça peut être bloquant aussi lors de se mettre en lumière. Comment parler de soi sans se la péter. On a parlé de la peur de l'échec, parce qu'évidemment, pour se valoriser, ça nécessite de sortir un peu de sa zone de confort. On a parlé aussi de la peur de regarder l'autre, parce qu'évidemment, ça, je pense que c'est le sujet central de cette problématique. C'est finalement, qu'est-ce que l'autre va penser, qu'est-ce que l'autre va dire, qui je vais devenir. Donc, on est vraiment sur un sujet hyper identitaire. On a parlé aussi de comment arrêter de se comparer aux autres pour pouvoir venir valoriser son histoire et pas la minimiser ou se sentir inférieur ou manquant, chose qui peut arriver assez souvent. Comment transformer sa petite voix intérieure qui vient toujours nous critiquer et comment on fait de la comprendre, avoir une nouvelle vision autour de cette voix critique. Comment dépasser les syndromes de l'imposteur, parce qu'évidemment, si on doit parler de soi, il y a une partie de nous qui dit « ouais, mais est-ce que réellement j'ai le droit? Qui suis-je pour parler de moi? Qui suis-je pour dire tout ça ?» Donc, c'est important que vous sachiez qu'on a traité toutes ces thématiques. Et hier, on a vu le syndrome de la bonne élève, du bon élève. Et on a aussi fait le distinguo entre ce syndrome, le syndrome de première de la classe. Donc, toutes ces thématiques, elles s'imbriquent les unes avec les autres parce que elles sont toutes connexes avec la partie de proud, savoir être fier de soi et pouvoir le communiquer au monde, donc être loud par rapport à ses succès, par rapport à ses capacités, par rapport à ses potentiels. Et donc, tous ces sujets vont venir nous bloquer d'une manière ou d'une autre lors de cette autopromotion, lors de cette mise en valeur pour accéder à votre Next Step Pro
et ou perso, hein, parce que ce que vous êtes en train de voir ici, comme c'est le cas pour tous mes accompagnements, mes contenus, c'est orienté pour votre vie professionnelle, que vous soyez cadre supérieur, exécutif ou que vous soyez entrepreneur. C'est valable pour tous les deux, mais aussi c'est déclinable dans votre vie personnelle, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez une vie qui vous inspire, mais pas que dans les pros, parce qu'on n'est pas que des travailleurs, on est aussi des parents, des amis, des enfants et des êtres multiples ailleurs qu'au travail. Donc, bon, l'idée, c'est de vous donner les clés d'entrée par le pro, mais aussi venir impacter de manière positive toute votre perso pour que vous viviez une vie qui vous convient, qui soit harmonisée, qui soit équilibrée en fonction de ce qui est important pour vous. Donc, maintenant, passons à la feuille de route. Je vous invite vraiment à prendre crayon, papier et noter, parce que ça va être intéressant de pouvoir venir créer cette plan d'action juste après les lives. Je ne serai plus en direct avec vous, donc il va falloir que vous vous mettiez vous-même en place ces conseils, ces stratégies que je vous ai données tout le long pour véritablement réussir votre promotion. OK? Et si vous ne voulez pas le faire toute seule, que vous voulez le faire en collectif, il y a le programme Proud and Loud qui arrive en septembre, qui va vous permettre de vous mettre en valeur pour réussir vos entretiens de fin d'année, pour boucler l'année 2024 si vous êtes entrepreneur, pour aller chercher des clients, pour vous valoriser. Et évidemment, c'est un programme qui est construit avec une partie collective, une partie individuelle et beaucoup de coaching à l'intérieur, ce que je n'ai pas pu faire pendant les sessions parce que ce sont des sessions dans lesquelles moi, je suis plus en partage qu'en interaction avec vous pour vous débloquer un niveau mindset et émotion. Donc, sachez que si vous ne voulez pas mettre en place tout ce que je vous ai donné par vous-même parce que vous sentez que vous voulez être accompagné ou parce qu'il y a des sujets sur lesquels vous avez des enjeux pour le mettre en place, il y a le programme Proud and Loud qui sera disponible pour que vous s'inscrivez à partir de la mi-juillet. Donc, ça arrive très, très, très vite. Et donc, du coup, il y a une promo pour des entrepreneurs et une promo pour des salariés pour vraiment traiter les problématiques spécifiques à chacun d'entre vous. Maintenant, feuille de route, on y va. La première chose quand on veut faire son autopromotion, c'est déjà définir, identifier quels sont les sujets, quels sont les compétences, mais c'est un peu plus large que les compétences, les sujets, on va dire, pour lesquels vous voulez être reconnu, pour lesquels vous voulez être véritablement identifié comme un expert, identifié comme la personne clé. Donc, c'est nécessaire qu'en fait, ces sujets soient en lien avec des choses qui vous aimez, des choses qui sont dans vos talents, des vraiment venir mettre en lumière ce pourquoi vous voulez continuer à être reconnu dans le futur. Okay? Et là, je vais m'arrêter un tout petit peu parce qu'il y a une différence entre ce que j'appelle un talent et une compétence. Okay? La compétence, c'est peut-être quelque chose qu'on a appris au fur et à mesure de notre vie, mais qu'il commence à devenir un peu pesante, c'est pas vraiment ce qu'on aime le plus faire, on sait bien le faire, on est reconnu pour ça, il n'y a pas de question, mais les talents, c'est vraiment quelque chose qui nous anime, c'est quelque chose qui nous inspire. Ça peut être une expertise, hein, c'est pas juste un talent inné, je suis excellent orateur, ça pour moi ça n'existe pas, tous les talents se développent, hein. Mais c'est, j'ai une fibre commerciale, j'adore les clients, j'adore la relation client, j'adore discuter avec les personnes et j'aimerais bien par la suite de ma carrière, par la suite de mon business, continuer à garder ça, ne pas les déléguer parce que c'est un peu genre là où je m'amuse de plus, là où je prends l'énergie. Vous voyez, en fait, il y a les distinguos, c'est bien vraiment autour de l'énergie. Donc, vous avez tout intérêt à venir identifier quels sont les sujets, quels sont les expertises de coup pour lesquelles vous voulez être reconnu et qui vont rester par la suite. Parce qu'il n'y a rien de pire que être reconnu pour une compétence qu'on veut mettre un peu sur le tapis.
Donc, pour ceux qui me connaissent déjà, vous connaissez déjà mon histoire. Ceux qui me découvrent, moi, je fais une reconversion professionnelle il y a 10 ans. Hein. Il y a 10 ans, je montais Dare2, qui est mon organisme de coaching et formation autour de leadership. Mais avant ça, j'ai eu toute une autre vie comme cadre supérieur. J'étais dans la levée de fonds, dans l'investissement. Je suis économiste à la base. J'ai 2 masters, un en affaires européennes et un en affaires internationales. Et donc, du coup, moi, en réalité, mon métier n'avait pas grand-chose à voir avec la partie psychologique, la partie humaine, l'accompagnement. Donc, quand j'ai transitionné, petit à petit, il a fallu que je laisse de côté mes compétences pures et dures à niveau de la finance pour m'orienter beaucoup plus vers des compétences potentielles que j'étais en train de développer, qui étaient mes compétences en coaching, en thérapie, en accompagnement. Et donc, évidemment, dans mon discours, petit à petit, j'ai commencé à parler de plus en plus de cette partie psychologique, émotionnelle, de mes compétences, de mes expertises, et j'ai laissé diminuer la partie de relations investisseurs, relations clients. Mais au démarrage, c'était ça que je pouvais valoriser. Donc, je parlais pas mal de ça, de ma capacité à créer des stratégies, à comprendre les besoins, à être très, très bonne en lien et la partie relations humaines aussi, et compréhension et stratégie. Donc aujourd'hui, je m'appuie sur mon parcours d'avant pour pouvoir permettre à mes clients de comprendre que moi, au-delà de mon coaching, j'ai une vision stratégique. Je suis quelqu'un de visionnaire, je suis quelqu'un de stratège. J'aime bien construire des stratégies avec eux. Donc, c'est quelque chose que je veux pouvoir aussi leur apporter, mais ce n'est pas pour ça que je veux qu'ils viennent chez moi. Je veux qu'ils viennent chez moi pour mes compétences, mon expertise en coaching, mon expertise en reprogrammation, mon expertise en tout ce qui est enjeu émotionnel, tout ce qui est compréhension de traumatisme. Je veux qu'ils viennent par rapport à ça. Okay? Donc, c'est hyper important que quand vous allez définir cette thématique, vous soyez très, très clair sur qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent. Il faut se rappeler que les gens ils vont retenir 3 choses, pas plus. OK? Si vous êtes un expert en 25 trucs, ils vont retenir 3. Et si vous donnez à chaque fois les 25, les gens ils retiendront des choses différentes. Donc, c'est marteler, 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 toujours le même message. Okay? Donc, ça, c'est la première chose pour cette feuille de route d'autopromotion. Que vous soyez en entreprise ou que vous soyez entrepreneur, c'est pareil. OK? Deuxième chose, c'est qui est mon interlocuteur? À qui j'ai envie de parler en priorité. Quand vous n'avez pas l'habitude de vous mettre en valeur, de parler de vous, de faire votre marketing, ça va être compliqué de vouloir le faire tout le temps et en toutes circonstances. Même si à terme, c'est ça que je vous propose de faire. Moi, je dis à mes clients, il faut se pitcher tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'ai des clients salariés qui ont obtenu leur next job parce qu'ils sont pitchés à leur groupe de course, parce qu'ils sont pitchés à quelqu'un lors d'un dîner, parce qu'ils se sont présentés d'une manière à quelqu'un qui était en vacances avec eux. Et en fait, on se rend compte que toutes les connexions qu'on peut avoir avec notre entourage, toutes les interactions sont des opportunités pour se mettre en lumière quand on a l'habitude. Okay? Moi, je raconte toujours une anecdote. J'ai signé un de mes plus beaux clients en jouant à la pétanque et en me battant pour un banc dans les quais de Seine. Et c'est une anecdote qui me restera à vie parce qu'en réalité, on avait séparé un banc et il y avait un autre groupe qui avait séparé un banc et on arrive, on dit non, c'est mon banc, non, c'est mon banc. Et au lieu de partir en conflit, on a commencé à dire, écoute, on va partager, c'est pas grave, etc. Mais tiens, toi, tu as un accent. Claudia, ouais, oui, mais je suis mexicaine. Et les gars en face me disent, ah oui, mais moi aussi, j'ai vécu au Mexique. Et c'est à partir de là qu'après, on s'est rendu compte qu'on était tous les deux dans le monde du coaching, etc., etc. Et donc, on a signé un espèce de partenariat et c'était grâce au fait d'être capable de se mettre en lumière, de parler de ce que je fais et de le faire d'une manière très spontanée en étant très fière de qui suis-je, d'où je viens, etc. Okay? Donc ça, j'ai l'habitude, c'est devenu quelque chose de très habituel chez moi, mais pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ça, il est indispensable de choisir avec qui je veux me mettre en valeur, en priorité. Qui est l'interlocuteur avec qui j'ai envie de soit m'entraîner, soit véritablement venir créer cette visibilité.
Donc, quand on est salarié, ça peut être, d'abord, je vais m'entraîner un peu avec un groupe de pairs, de collègues, et je vais voir comment ça se passe. Je vais faire un peu mon expertise là-dessus, et puis je vais passer plus vers des potentiels sponsors, mon M+1, etc. Soit vous allez direct vers la personne avec laquelle vous voulez avoir de la visibilité. Quand c'est en interne, ce sont généralement les interlocuteurs, mon M+1, mon M+2, des personnes qui travaillent en transverse ou les RH, mais généralement les RH, ils vont être beaucoup plus en appui d'une première décision déjà. Donc, choisir ses interlocuteurs. Et pareillement, quand on est entrepreneur, ça va être des potentiels prescripteurs, des potentiels clients, donc de prospects, et potentiellement de personnes de réseau qui vont pouvoir nous devenir de partenaires. Okay? Donc, c'est légèrement différent que des prescripteurs. Donc, une fois qu'on a identifié ces personnes, et quand je dis les identifier, c'est pas juste dire, oui, en fait, je voudrais, c'est qui concrètement? Soyez les plus concrets possible, soyez les plus spécifiques possible. Si vous pensez à quelqu'un dans la hiérarchie au sein de l'organisation, c'est Paul, Jacques, Pierre, Marie, Antoine, qui? OK? Vous faites une image un peu parce que c'est comme ça que vous allez voir s'il y a des blocages pour venir parler à cette personne-là, pour venir vous mettre en lumière auprès de cette personne-là ou ce groupe de personnes. Vous pouvez faire un petit poll si c'est, par exemple, parler lors d'une réunion et qu'il y a des interlocuteurs de différents business units. Et pareil, quand vous êtes entrepreneur, ça va venir définir en fait si c'est un prospect, pour quel type de produit, de service, et c'est qui cette personne. On a plus d'habitude, quand on est entrepreneur, de faire une persona ou d'imaginer à qui on va parler, que quand on est salarié. Donc, je vous donne cette stratégie, vraiment, c'est une étape nécessaire pour pouvoir venir construire la suite, qui est construire le discours. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire quand je veux parler de moi? Comment est-ce que je veux le dire? Qu'est-ce que je veux mettre en avant? Et donc ça, on a déjà vu lors de différents lives qu'on a fait, différentes manières de pouvoir parler de soi sans se la péter. En tout cas, pour diminuer la pression interne de se la péter. Mais c'est important de construire quand même un pitch, d'avoir un objectif de communication. Qu'est-ce que je veux communiquer? Est-ce que j'ai déjà défini mes KPIs, mes Key Performance Indicators? Est-ce que je connais mes chiffres par cœur? Est-ce que je sais combien de clients j'ai accompagnés? Est-ce que je connais le taux de satisfaction? Est-ce que je sais quels ont été les délais de ce projet? Est-ce que je connais le budget? Etc. Et donc, du coup, c'est vraiment venir faire un travail sur ces réalisations et l'atterrir sur de la matière concrète qui vous permet d'avoir du verbatim. OK? Il n'y a rien de pire que de partir sur des généralités, parce que les généralités, ils ne sont pas fiables. Ouais, j'ai réussi toujours mes projets. Ouais. Oui, toutes mes clients m'aident. Ouais. OK, donc on va avoir besoin de factuels. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Comment est-ce qu'ils sont dit? Quels sont les résultats? Etc., etc. Et donc ça, pour les salariés, vous avez l'habitude plus ou moins, parce que j'accompagne certaines personnes qui n'aiment pas forcément les entretiens annuels, parce qu'on va venir mettre un peu noir sur blanc les objectifs et les réalisations, mais c'est un exercice qui est extrêmement puissant. D'ailleurs, c'est intéressant de le construire tout le long de l'année. Si vous ne savez pas le faire, on va apprendre à le faire en Proud and Loud. Mais c'est construire cette valorisation tout le long de l'année et pouvoir aussi augmenter par ces biais son estime de soi et sa confiance de soi. Si on n'a pas de matière, c'est difficile de construire quelque chose. Et quand on est entrepreneur, c'est pareil. Vous allez me dire, oui, mais je n'ai pas beaucoup de résultats. Tu parles sur ce que tu as déjà. On ne rentre pas dans une posture de manque, on ne va pas s'inventer des trucs, mais qu'est-ce qui est déjà existant? Moi, j'ai commencé aussi avec 0 clients. OK? Il a fallu bien que quelqu'un me fasse confiance en première. Et je vous ai déjà raconté l'anecdote, la première personne qui m'a fait confiance, elle ne m'a pas fait confiance pour mes compétences en coaching. Elle m'a fait confiance parce qu'il m'a dit, écoute, toi, tu es étrangère comme moi, tu as fait une carrière dans une boîte internationale et moi, j'ai besoin d'un sparring partner avec qui je peux parler un peu en français et en anglais et qui ne va pas venir me juger et
Et je dis, OK, banco, si c'est ça dont tu as besoin, ça, je peux te le fournir. Je n'avais pas du tout de compétences encore développées de coaching. Et puis, je me suis rendu compte qu'en effet, j'étais vachement bonne à poser des questions et à l'accompagner, mais j'étais droite dans mes bottes. Mais cette première client en coaching individuel m'a fait confiance parce que j'avais déjà fait des collectifs, parce que j'avais fait déjà des stages de leadership. OK, mais aussi par rapport à mon histoire et mon parcours et qui suis-je. Et ça, c'est hyper important que vous vous rappelez de ça. Okay? Donc, je m'égare toujours un peu dans mes sujets, mais c'est juste pour vous venir vous malaxer les idées d'une manière ou d'une autre, hein, pour que ça rentre vraiment. Donc ça va être super important d'avoir ces discours et d'être clair, de l'intégrer et donc, du coup, de le poser. Donc, pour nous, 3 sujets principaux, on va venir avoir des KPIs, des réalisations de sujets qui vont supporter ça pour que quand on nous pose des questions, on soit à l'aise pour parler. Une fois qu'on a déjà fait ces 3 étapes, on va venir, et ça va être obligatoire, c'est confronter à, OK, Claudia, j'ai déjà identifié mes sujets, ou peut-être même pas, donc là, c'est peut-être à travailler cette notion de quels sont mes talents, quels sont les uns, et c'est quelque chose que je fais aussi, si c'est quelque chose dont vous avez besoin dans mes accompagnements. Identifier ses interlocuteurs, c'est faire une cartographie, clarifier un peu, OK, vers qui on va se diriger. Et puis, construire les discours. Des fois, on a besoin un peu de clarté ou de confronter un peu notre discours pour voir si c'est lisible. OK? Mais une fois qu'on a fait ça, on va se dire, OK, je suis prête, je vais parler de mon expertise en prenant l'exemple de mon client Martin. Martin, c'est un commercial qui vend de prestations, en fait, aux entreprises. C'est un entrepreneur, il est commercial et il vend des prestations pour accompagner les équipes commerciaux au sein des entreprises. Okay? Et donc, du coup, il me dit, OK, c'est très bien. Moi, mes sujets, ça va être le développement commercial, ça va être l'intelligence relationnelle, faire fonctionner les équipes. Et ça va être tout ce qui va être process parce qu'il est très fort en technique. OK, bon, génial. Donc, tu vas être reconnu autour de ces 3 sujets. Parfait. Moi, j'ai identifié mes interlocuteurs. Ça va être notamment les directeurs commerciaux et c'est eux qui vont venir m'embaucher. OK, génial. Et puis, je vais leur parler de comment, en fait, j'utilise l'intelligence relationnelle, donc tout le travail collaboratif pour que les équipes ils s'apprennent à mieux vendre et qu'ils s'intègrent des logiciels de vente beaucoup plus facilement. Jusqu'à là, c'est nickel. Et j'ai identifié 3 personnes sur LinkedIn. C'est Pierre, Jacques et Paul. Et donc, j'ai envie de leur envoyer un message. Voilà, OK. Et j'écris le message. Et puis je n'arrive pas à le faire. Et là, en fait, c'est ce qui arrive, c'est un blocage émotionnel. OK? Et donc, du coup, dans ça, tout le long de 9 ateliers que je vous ai donné énormément de comment contourner ces enjeux. Si je prends l'exemple de Martin, lui, ce qui le bloquait, c'était beaucoup, même s'il était commercial, de paraître lui-même un vendeur de tapis, parce qu'il y a beaucoup de commerciaux qui vont vendre leur âme au diable pour signer un contrat. Et donc, lui, il ne voulait absolument pas paraître quelqu'un qui était en nécessité. Lui-même disait, je ne veux pas paraître un mendiant. Donc, le fait d'aller solliciter des gens était déjà un blocage. Okay? Donc là, vous pouvez vous référer à comment demander. Mais si c'est encore plus fort, c'est parce qu'il y a un enjeu émotionnel, il y a un blocage à niveau de notre système. Donc, quand je parle de notre système, c'est véritablement notre inconscient qui va nous protéger d'un danger qu'il considère trop grand. Donc, si on a un blocage émotionnel ou un enjeu émotionnel ou de mindset, notre système, il va résister. Et donc, il va nous faire procrastiner, il va nous faire passer à autre chose, il va nous faire tititi, et en fait, on va se retrouver dans un je sais qu'est-ce que je dois mettre en place, mais je ne le fais pas. Okay? Mentalement, j'ai compris, mais à l'intérieur de moi, ça ne marche pas. Donc, ça, c'est mon job. Là, les comment, c'est 20% de ce que je fais. 80%, c'est de vous aider à débloquer ces espaces en vous
qui n'ont rien de mauvais. Ce n'est pas des trucs à dégommer, des croyances comment est-ce que, genre, j'entends des fois des phrases que ça me rend dingue. Des trucs à dégommer, des trucs à pulvériser, tout ça, genre absolument pas. Ce sont juste des protections qui existent à l'intérieur de vous et qui vous empêchent de mettre en action, mettre en mouvement votre plan, ok? Donc là, quand vous identifiez un blocage, quand vous identifiez un enjeu, moi, je vous conseille de vous référer aux différents lives que j'ai faits pour voir si, ok, le blocage, par exemple, dans le cas de Martin, le blocage, il s'est joué beaucoup autour de ne pas paraître un vendeur de tapis. Donc, il avait le regard de l'autre qui était très, très fort. Il voulait surtout paraître parfait face à l'autre et donc ne pas perdre la face. Donc, il avait la peur de regarder l'autre. Puis, il avait la peur de demander de feedback à ses anciens clients. Donc, il n'avait pas du tout de témoignages et donc, à chaque fois, il sentait qu'en fait, il a inventé un peu de choses, mais en réalité, c'était juste qu'il avait peur de demander des témoignages à ses anciens clients parce qu'il avait peur qu'on lui dise que son boulot n'était pas bon. Or, les clients, ils étaient plutôt contents à la fin de ses missions. Donc, mais c'était beaucoup plus fort que lui. Donc là, c'était la peur de l'échec. Vous voyez, qui le retenait. Le regard de l'autre qui s'est réinvité, mais aussi cette peur de l'échec et cette peur de demander. Donc, ne pas savoir demander et donc paraître quelqu'un qui est mendiant, qui est en train de commander encore. Donc, c'était des choses qui revenaient chez lui, vous voyez. Et donc, ça, ce sont des mécanismes qui sont des mécanismes de protection, mais qui on nécessite un accompagnement, qui nécessite une observation qui se fait en individuel, en collectif, mais qui est d'apporter un autre regard, d'apporter une autre perspective, d'apporter une autre manière de voir la chose pour que lui, il voit quel est le bénéfice pour l'autre à lui montrer un témoignage, pour qu'il voit quel est le bénéfice pour son client de donner un témoignage, et donc, du coup, créer cette dynamique à nouveau APC pour passer à l'action. Ok? Donc, ça, typiquement, c'était le cas de Martin, un entrepreneur, et donc, du coup, forcément, il freinait sa croissance parce que même lui étant commercial, il avait toutes les compétences, mais le passage à l'action était freiné par des blocages, des enjeux émotionnels et des enjeux de mindset aussi, sur lesquels je ne veux pas m'étaler. Mais c'est intéressant de venir identifier en fait où ça joue. Où ça joue. Est-ce que je ne vais pas y aller demander parce que je suis en attente, je pris la posture de bon élève et donc j'attends que ça soit par méritocratie qu'on vienne me chercher. On va attendre longtemps. Ok. Est-ce que c'est parce que je peur de paraître quelqu'un de prétentieux, donc du coup, je peur de paraître que je me la pète quand je parle de moi. Ok, donc là, c'est un autre registre, c'est le registre de venir être prétentieux. Ça peut être aussi par rapport à le fait de me sentir un imposteur parce que son activité, il était déjà existant depuis des années, donc lui, il n'avait pas ce sujet-là. Mais pour quelqu'un qui est nouveau, qui va postuler pour un job qui est un peu plus capé, ou qui, on peut se dire, qui suis-je pour? Et donc, vous allez voir, ces mécanismes de protection, ils vont se réveiller. Donc, ça, c'est important de les identifier et puis de les travailler avec les comment que je vous ai déjà donnés. Et si vous sentez que ça bloque encore, que c'est trop fort, que c'est plus fort que vous ne savez pas le faire, dans ces cadres-là, faire un accompagnement, Proud and Loud ou autre, peut être très intéressant pour vous, pour venir juste shifter ça, et ça se fait très rapidement. Ce sont des shifts qui peuvent se faire en 10, 15, 20 minutes. Une session suffit pour surmonter un blocage, une croyance, une protection qui est obsolète. OK? Puis, il y a un exemple, par exemple, d'Élodie. Élodie, c'est une responsable plutôt technique et au sein d'une entreprise assez conséquente, un grand groupe. Et elle avait vraiment envie d'évoluer vers un poste de direction, mais elle avait panique bleue à parler d'elle, parce que ça ne se fait pas. Et quand toi, on a commencé notre accompagnement parce que ça ne se fait pas. Elle savait qu'elle devait parler d'elle, elle avait déjà repéré plus ou moins les personnes en interne, mais à chaque fois, c'était impossible.
OK, le cœur qui bat, les mains mouettes. Et en fait, quand on commence à creuser, en fait, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas de demander. Les gens bien ne demandent pas. Et donc, on a pu se référer à tout un historique dans sa famille où on se dit les gens bien ne demandent pas. Les gens bien, attends, les gens bien ne parlent pas d'argent. Les gens bien, et dans le coup, il avait tout un tas de choses qui étaient en fait à l'intérieur de elle et qui l'empêchaient complètement d'aller demander cette promotion et d'augmenter son salaire. Hein. Elle était déjà un salaire qu'elle considérait assez bon et dans le coup, pareil, elle disait, mais qui suis-je pour aller demander plus? Donc, il avait une notion de, ça ne se fait pas. Non plus, hein, parce que les autres, ils ne sont pas. Donc, comment est-ce que moi, je vais hausser? Et donc, il va y avoir un écart qui va se créer entre nous. Et si cet écart se crée, les gens, ils ne vont plus m'aimer. Et si les gens ne m'aiment plus, ils ne vont pas vouloir bosser avec moi. Et donc, du coup, il avait une notion de peur de regarder l'autre, peur de décevoir, la peur de demander, hein, qui était aussi pressante, et beaucoup de crispation autour de cette notion de je suis quelqu'un de bien. Donc, si je demande, je vais devenir l'opposé, donc quelqu'un de pas bien. Et je vais être jugé par ma famille, je vais être jugé par mes collègues, je vais être jugé par... OK. Et donc, Nathalie dit, c'est quoi les gens bien? On n'en sait rien. Mais dans sa définition, c'est des gens qui se tiennent droit, qui ne prennent pas beaucoup la parole, qui sont plutôt en retraite. Et donc, il venait d'une famille dont les manières étaient très valorisées, etc., etc. Et donc, on a tous ça, en fait, dans notre histoire. Et c'est important de pouvoir venir le repérer. Parce que vous allez avoir les stratégies, toutes les stratégies du monde. Si votre intérieur bloque, vous n'allez pas pouvoir les mettre en place. Et le pire, c'est qu'on va venir vous dire, c'est par manque de volonté, c'est par manque de nanana, c'est parce que tu n'es pas efficace, parce que tu n'as pas encore des gommettes et je ne sais pas quoi. Et tout ça, c'est faux. C'est juste parce qu'à l'intérieur de vous, il y a une protection qui vous dit, si demain, tu deviens quelqu'un de pas bien, tu vas être rejeté du groupe et tu vas être abandonné, tu ne vas pas être aimé. Et en fait, dans l'échelle d'une promotion versus ne plus jamais être aimé, notre système, notre inconscient, il fait très, très vite le choix de rester en protection, rester aimé, rester protégé, rester apprécié. OK? Parce que la promotion n'est pas nécessaire à la survie. Appartenir au groupe, oui. Et tout ça, c'est extrêmement inconscient, c'est extrêmement ancré en nous et on ne se rend même pas compte. C'est pour ça que c'est intéressant de véritablement suivre les étapes dans l'ordre que je vous ai donné pour venir déceler en fait qu'est-ce qui se réveille. Donc, avec Elodie, on avait travaillé ça, mais on avait aussi travaillé cette idée de, elle faisait tout ce qu'on lui demandait. Donc, elle était toujours en surcharge parce qu'elle ne savait pas dire non, elle ne savait pas refuser, parce que ça venait d'une autorité, d'une figure d'autorité, et la figure d'autorité, elle sait mieux que moi. Or, c'est elle l'expert technique. Donc, à un moment donné, c'était dans son job et même dans sa valorisation de pouvoir dire ça, ça ne passe pas. Ça, on ne peut pas le faire et non pas de se plier en quatre pour le faire. Parce que comme elle avait peur de refuser par le regard de l'autre, c'était compliqué pour elle. Donc, elle s'est retrouvée avec accepter des choses qui étaient même très, très difficiles techniquement pour elle et qui lui demandaient énormément d'énergie pour finalement trouver un peu une approximative de quelque chose qui pourrait fonctionner. Okay? Donc, ça, c'est typiquement de levier. En fait, je vous donne deux exemples. Un d'une personne en poste de manager qui visait un poste de direction, l'exemple d'un entrepreneur qui voulait augmenter son chiffre d'affaires et accéder à des clients qui le correspondaient plus. Après un travail de ce type-là, sur lequel on met en place une stratégie de valorisation et puis on débloque, on apaise à l'intérieur les mécanismes, quels sont les résultats, qu'est-ce qui se passe après? Elodie, tout simplement, il a eu une augmentation, pas de 3K, de 10K euros, parce qu'elle justement l'a demandé lors de son entretien annuel qui est passé l'année dernière. Elle a eu accès à un mentor parce qu'elle s'inscrit dans un programme de mentoring en interne et donc du coup, elle a accès à un mentor maintenant qui va l'aider à évoluer au sein de son organisation. Et elle a pu prendre des projets qui sont beaucoup plus en cohérence avec ce qu'elle veut faire par la suite. Okay? Et si on prend le cas de Martin, je vous ai déjà dit, ce qui s'est passé, c'est que lui, il a commencé à collecter des témoignages clients
Il a vu qu'il avait énormément de valeur. Il a pu s'apercevoir exactement qu'est-ce que ses clients appréciaient. Donc, du coup, mettre ça beaucoup plus en lumière, ce qui lui a permis de remonter ses tarifs parce qu'en fait, on ne venait pas les chercher pour la partie commerciale, comme lui, il pensait, mais pour la partie performance de l'équipe en général. Les équipes s'entendaient beaucoup mieux, ils avaient beaucoup plus d'idées, donc du coup, ils étaient beaucoup plus performants. Hein? Donc, et en fait, il a même restructuré son offre, ce qui lui a permis d'évidemment signer plus de clients parce qu'après, il a quand même contacté des personnes pour pouvoir leur vendre ses prestations. Donc, deux exemples très différents, très distants, sur lesquels on y est sur la même base. C'est comprendre vraiment qu'est-ce qui nous rend unique, de quoi on doit être fier, d'où vient notre valeur, pouvoir le mettre en mots, c'est l'approprier. Et puis, l'étape 2, le montrer au monde, le partager au monde, une fois qu'on a débloqué, une fois qu'on a dépassé les enjeux émotionnels et du mindset qui peuvent venir nous entraver. Okay? Donc, si aujourd'hui vous êtes dans une phase de valorisation et que vous n'arrivez pas, ne vous dites pas que vous êtes nul. Ne rentrez pas dans cette boîte critique qui vous dit, mais tu devrais déjà le savoir, tu as 40 balais et tu ne sais pas encore parler de toi, mais c'est n'importe quoi. Ça, c'est de l'autocritique, c'est un dialogue interne qui ne vous nourrit pas. Rentrez plus dans, OK, il y a quelque chose que je n'ai pas encore appris. Et je vais l'apprendre, et je vais la modifier, et je vais me faire accompagner, et je vais trouver des gens qui vont, et je vais m'intéresser à ce sujet-là, et je vais y aller. Et là, vous passez d'un mindset un mindset fixe, fixe mindset, versus le mindset de croissance dont je vous ai déjà aussi parlé. OK? Quoi qu'il arrive, pendant ces 10 jours, il y a énormément de comment. Je vous ai donné plein de stratégies, de tactiques, de moyens. Ce sont des moyens que moi, j'utilisais. Ce sont des moyens que mes clients ils ont utilisés. Je vous ai donné des exemples. Donc, moi, je veux bien que vous mettez ça en place, que vous testez. Si vous dites, Claudia, j'ai pas envie d'aller revoir tout ça et je préfère que tu me guides, venez faire Proud and Loud. Mais sachez que tout ça, c'est du comment. Si vous vous sentez bloqué dans les comment, posez-vous la question, comment est-ce que je pourrais faire autrement? Et s'il n'y a rien qui émerge, il y a peut-être ces enjeux émotionnels internes qui seraient bons de venir explorer parce qu'une fois qu'ils sont explorés maintenant, les bénéfices, vous le saurez toute la vie. Elodie, il aura des bénéfices toute sa vie parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après avec son poste de direction et l'investissement qu'elle a fait dans son accompagnement. Il est déjà rentabilisé 3 fois par rapport à son augmentation de salaire et ainsi de suite, en fait. Et c'est vraiment un effet boule de neige. Là, je ne vous ai pas parlé de l'impact dans leur vie personnelle aussi, mais Martin, il a beaucoup, beaucoup amélioré sa relation avec ses enfants. Et Elodie, il a pu vraiment aussi avoir une relation beaucoup plus apaisée avec son conjoint parce qu'il était beaucoup moins en demande. On demande d'attention, on demande d'écoute, chose qu'elle ne pouvait pas demander aux professionnels, donc elle le demandait énormément au personnel. Et donc, du coup, c'est en fait comme ça que tout s'embrique. Moi, ça a été un grand plaisir d'être là pendant 10 jours. Ça paraît énorme et en même temps, ça est passé tellement vite. Je pense que je vais réitérer l'expérience, mais ça sera clairement après les vacances. Et si vous avez des questions par rapport à ce qui a été abordé aujourd'hui, hier, il y a 5 jours ou il y a 10 jours, et même si vous regardez les replays dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, sachez que je suis toujours à la distance d'un message. Je suis toujours disponible si je peux apporter un coup de main, ça me fait toujours plaisir. Si vous voulez faire un accompagnement avec moi, prenons le temps d'échanger, de voir si on est un bon fit. Et avec ça, moi, je vous souhaite véritablement de venir vous approprier votre histoire, de vous approprier votre parcours, de vous approprier votre valeur, parce que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, mais c'est aussi le plus beau cadeau que vous pouvez faire au monde. Il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui connaît sa valeur, qui est humble et en même temps fier, parce que ça donne la possibilité à l'autre de le faire aussi. Et le plus on sera dans ces cadres-là, le plus on pourra chacun rayonner, prendre sa place et donc donner de la valeur. Là, on est véritablement excellent. Et je pense que si on fait tous ça, le monde, il se portera beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Fantastique ces 10 jours, me dit Nathalie. Écoute, Nathalie, merci pour ton feedback. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Il y a eu Claire, Kaïnia,
Michaela, Beverly, oui, il y a eu deux monde qui s'est connecté. Caroline, coucou, si tu es encore connecté. Christina, ah là là, je suis partie tellement en live que j'ai pas vu qu'il y avait autant de monde connecté. Mais écoutez, je suis ravie. J'espère que ça a été utile pour vous. J'espère que ça vous a apporté autant que ça m'a apporté à moi, parce que croyez-moi, moi aussi, j'ai beaucoup appris, et sur la partie technique, et sur les structurations. Et ben, je me rends compte que ça me fait toujours un plaisir fou d'être en direct avec vous. Donc, voilà, c'est la fin. Donc, je vous souhaite un excellent week-end. Et pour ceux qui partiront bientôt en vacances, bah, profitez de vos vacances. Venez vous valoriser même en vacances. Et attention à ne pas trop écouter votre petite voix critique quand vous serez en maillot de bain, parce que je sais qu'elle, elle parle très fort, notamment l'été. Et profitez bien de 7 ans. Et ben, on se retrouve bientôt, ici ou ailleurs. Au revoir.